Bienvenue dans une divagation, c'est-à-dire un cheminement de pensée. Nous sommes ici dans la deuxième vidéo consacrée à l'art. En tant que production matérielle, l'art est attaché au réel. Pour penser son fonctionnement, objectif de notre divagation, il s'agit de penser le rapport des artistes, des spectateurs et des œuvres à la sensibilité et aux sensations qui permettent la perception. C'est tout le sens de l'esthétique. Nous développons 4 axes. Le premier concerne la notion d'esthétique. Le deuxième caractérise la production et la création. Le troisième pense la performance artistique et le quatrième définit l'art comme une expérience. Première partie, l'esthétique. L'esthétique, en plus d'être le domaine de l'art, est la partie de la philosophie qui pense la perception et la sensation. L'art est avant tout une production sensible qui nous affecte via nos 5 sens. Le goût, le toucher, l'ouïe, l'odorat et la vue. Ce sont nos modes d'accès naturels à la réalité. L'homme les possède et pallie parfois l'absence de l'un d'eux pour vivre, communiquer et profiter des œuvres. La sensibilité, c'est accéder au monde qui est composé de matière. La matière est une substance qui peut avoir des attributs. C'est ce qui compose le réel, avec des qualités. Quand la matière devient objet de travail ou élément de production, cela s'appelle des matériaux. En ce sens, l'art est une métamorphose. C'est une réflexion autour de la forme à donner à la matière via des matériaux et différentes techniques. L'art joue avec le réel sur la modification d'une matière déjà présente. On ne peut modifier que l'apparence, ce qui est lié aux formes sensibles. Ces formes, ce sont des représentations, abstraites ou non, de l'intériorité des artistes ou des messages perçus par les spectateurs. L'apparence est ce que l'on appelle un accident de la réalité. Un accident est un phénomène qui arrive à la matière. Par exemple, la couleur de quelque chose est un accident. La voiture de Oui-Oui est jaune par accident. Pour autant, la voiture ne se définit pas par sa couleur. Ce n'est pas parce qu'elle est jaune que la voiture est une voiture. C'est une réflexion qui est présente dans le Lysis de Platon. Je vous en lis un extrait. C'est un dialogue entre Socrate et Ménexène. C'est Socrate qui commence. D'après moi, certaines choses ont la même qualité que ce qui se trouve en elles, et d'autres non. Supposons, par exemple, qu'on enduise de peinture un objet quelconque. On peut dire que la couleur appliquée dessus s'y trouve. Bien sûr. Eh bien, est-ce que l'objet peint sera réellement identique, pour ce qui concerne la couleur, à la matière qu'on aura passée dessus ? Je sais pas. Prenons un autre exemple. Tu as les cheveux blonds. Si on les enduisait de blanc de plomb, est-ce qu'ils seraient blancs ou est-ce qu'ils en auraient seulement l'air ? Ils en auraient l'air. Et la blancheur s'y trouverait effectivement, oui. Et cependant, ils n'en seraient toujours pas plus blancs pour autant, même si du blanc s'y trouve. Ils ne sont en réalité ni blancs ni noirs. C'est vrai. Mais supposons, mon cher ami, qu'un jour l'âge les rende blancs. Alors ils auront la même qualité que ce qui s'y trouvera. La présence de la blancheur les rendra blancs. Forcément. Eh bien, c'est justement la question que je te pose maintenant. Suffit-il qu'un objet possède un attribut quelconque pour qu'il soit identique à cet attribut ? Ou bien cela dépend-il de la modalité de leur relation ? Je crois plutôt que cela dépend. Socrate émet l'hypothèse que des objets sont comme des qualités et d'autres non. Ainsi, des objets seraient par essence d'une couleur, d'une forme, etc. Si on peint l'objet, on lui ajoute une qualité, la couleur. Mais attention, la qualité ne définit pas l'objet. Elle s'ajoute à la matière, mais n'est pas la matière. Socrate prend l'exemple des cheveux. Si les cheveux sont teints, ils paraîtront de la couleur de la teinture. Mais ils ne sont pas de cette couleur. Ils auront la qualité, mais pas l'essence. Mais la situation peut changer. Les cheveux peuvent devenir blancs par essence. L'esthétique va penser la relation entre les objets, leur qualité et leurs apparences. Sous-entendu, la chose n'est pas ce qu'elle semble être. Si l'art transforme la matière, il pourrait être accusé de modifier ce que sont les choses. Modifier ce que sont les choses, c'est nier ou aller contre la réalité ou la vérité. L'art serait une falsification. Ce raisonnement nous conduit à penser quel type de production serait l'art. Deuxième axe, production et création. La production est le fait de donner forme à de nouveaux objets avec des éléments déjà présents.
Par exemple, je peux faire un château de sable avec le sable déjà présent sur la plage. C'est différent de la création, qui serait quelque chose d'inédit, de nouveau ou d'original. Souvent, on pense la création à partir de rien. On l'appelle ex nihilo, comme lorsque l'on évoque Dieu et la création du monde. Mais Dieu n'est pas un artiste. Il est créateur, maître et responsable de la nature et de ses règles, ainsi que de la matière. Seul l'homme est artiste. L'homme crée quand il parvient à un résultat ou à une technique nouvelle. Parfois, on le qualifie de virtuose. Le virtuose, c'est celui qui maîtrise avec succès et efficacité des techniques complexes ou peu utilisées. Il peut être lié au génie. On peut se référer au paragraphe 162 de Humain trop humain de Nietzsche, philosophe, poète et compositeur allemand, né en 1844 et mort en 1900. Comme nous avons bonne opinion de nous-mêmes, mais sans aller jusqu'à nous attendre à jamais pouvoir faire même l'ébauche d'une toile de Raphaël, ou une scène comparable à celle d'un drame de Shakespeare, nous nous persuadons que pareilles facultés tiennent d'un prodige vraiment au-dessus de la moyenne, représentent un hasard extrêmement rare, ou, si nous avons encore des sentiments religieux, une grâce d'en haut. C'est ainsi notre vanité, notre amour-propre qui nous pousse au culte du génie, car il nous faut l'imaginer très loin de nous, un vrai miraculum, pour qu'il ne nous blesse pas. Mais, compte non tenu de ces insinuations de notre vanité, l'activité du génie ne paraît vraiment pas quelque chose de foncièrement différent de l'activité de l'inventeur mécanicien, du savant astronome ou historien, du maître en tactique. Toutes ces activités s'expliquent si l'on se représente des hommes dont la pensée s'exerce dans une seule direction, à qui toutes choses servent de matière, qui observent toujours avec la même diligence leur vie intérieure et celle des autres, qui voient partout des modèles, des incitations, qui ne se lassent pas de combiner leurs moyens. Le génie ne fait rien non plus que d'apprendre d'abord à poser des pierres, puis à bâtir, que de chercher toujours des matériaux et de toujours travailler. Toute activité de l'homme est une merveille de complications, pas seulement celle du génie, mais aucune n'est un miracle. D'où vient alors cette croyance qu'il n'y a de génie que chez l'artiste, l'orateur et le philosophe, que seuls ont de l'intuition, ce qui revient à leur attribuer une sorte de lorgnette merveilleuse qui leur permet de voir directement dans l'être. Manifestement, les hommes ne parlent de génie que là où ils trouvent le plus de plaisir aux effets d'une grande intelligence et où, d'autre part, ils ne veulent pas éprouver d'envie. Dire quelqu'un divin signifie « ici, nous n'avons pas à rivaliser ». Autre chose, on admire tout ce qui est achevé, parfait. On sous-estime toute chose en train de se faire. Or, personne ne peut voir dans l'œuvre de l'artiste comme elle s'est faite. C'est là son avantage, car partout où l'on peut observer une genèse, on est quelque peu refroidi. L'art achevé de l'expression écarte toute idée de devoir. C'est la tyrannie de la perfection présente. Voilà pourquoi ce sont surtout les artistes de l'expression qui passent pour géniaux, et non pas les hommes de science. En vérité, cette appréciation et cette dépréciation ne sont qu'un enfantillage de la raison. Pour l'auteur, l'homme est vaniteux. Il pense qu'il est bon ou qu'il est le meilleur. Il a une bonne estime de lui-même. Il est vrai que certains hommes ont des talents particuliers. On les appelle des génies. Nietzsche prend les exemples du peintre Raphaël et de l'écrivain Shakespeare. Leur talent est considéré comme quelque chose de transcendant, de supérieur, parfois de pathologique, selon les sentiments du spectateur à l'égard de ses semblables. Ainsi, génie est un qualificatif d'homme pour désigner d'autres hommes. Nous voulons trouver des causes au prodige, c'est-à-dire à un événement extraordinaire. Nietzsche évoque le génie comme un miraculum, ce que l'on traduit en français par miracle. Il s'agit de l'étonnement ou de l'incompréhension face à quelque chose. C'est ce que l'on met en avant pour ne pas blesser les hommes dans leur estime. Sinon, cela voudrait dire que l'homme est un incapable, la plupart du temps. Pourtant, les techniques utilisées par le génie et par les hommes sont les mêmes. La production et l'accès aux œuvres sont identiques. L'auteur évoque d'autres activités où il y a des processus techniques comme la mécanique, l'astronomie, l'histoire ou la stratégie. La condition de production, artistique ou non,
c'est la démarche réflexive sur la matière et les différentes formes que celle-ci peut prendre. Cela dépend de l'intériorité des individus. L'architecte lambda et l'architecte de génie utilisent les mêmes matériaux. Les talents ne sont pas différents et les techniques ne sont pas miraculeuses. Ce sont les mêmes pour toute production artistique. Nietzsche dénonce le qualificatif de génie et le fait que nous ne l'utilisons que pour les artistes, l'orateur ou le philosophe. Le concept de génie évolue. Le génie ici n'est plus seulement celui qui possède un talent ou qui maîtrise une technique particulière, c'est celui qui a une intuition particulière, c'est-à-dire celui qui a une manière de penser et d'analyser hors du commun, celui qui accéderait à des sens ou à des connaissances cachées ou moins évidentes. L'auteur compare cela à l'utilisation des lorgnettes de théâtre pour mieux voir la scène. L'homme pense le génie dans des domaines artistiques, là où il y aurait un plaisir à penser l'intelligence. Sous-entendu, l'idée qu'il y a des éléments trop complexes ou trop éprouvants. D'où l'idée que le commun n'aurait pas envie d'exceller ou ne veuille pas rivaliser dans ce domaine. Le génie, c'est l'approche de l'homme extraordinaire, de l'homme qui sort du commun. Le problème est que l'on pense les œuvres achevées, c'est-à-dire des œuvres qui n'ont plus les traces de l'effort du travail. C'est ce qui est parfait, c'est ce qui n'a pas de perspective d'évolution. Il n'y a pas de processus en cours, ni de dégradation. Penser le génie serait un enfantillage de la raison. C'est l'image de l'hypocrisie de l'homme qui ne veut pas être dévalorisé par la production des autres hommes. Le problème du génie est lié au problème de la performance et de la réussite d'une œuvre. Mais de quoi parle-t-on lorsque l'on évoque la performance en art? Troisième axe, la performance artistique. La performance est un problème technique. Il s'agit de maîtriser un processus de manière attendue ou suivant un idéal. Cela peut être également lié à un temps d'exécution. C'est aussi l'idée de reproduire le plus fidèlement possible des éléments naturels ou des éléments d'autres artistes. L'imitation de la nature peut être pensée comme mimésis, terme que l'on traduit par imitation. Mais cela peut aussi être pensé comme falsification. La falsification, c'est la production de quelque chose de mensonger ou d'une fausse nature conduisant à tromper le spectateur, comme les illusions et les copies d'apparence, c'est-à-dire ce qui s'offre au sens des individus. C'est quelque chose d'injuste. C'est pour cela que les artistes devraient être condamnés à vivre hors de la cité idéale pour Platon. Je vais vous lire un extrait du Sophiste, 235d, 237a. C'est un extrait du dialogue entre l'étranger et Théétète. C'est l'étranger qui commence. Je pense dès à présent apercevoir deux formes de l'art d'imiter, mais dans laquelle se trouve l'aspect que nous cherchons. Je ne me crois pas encore à même de la découvrir. Commence toujours par me dire et par distinguer les deux formes dont tu parles. J'y en vois d'abord une, qui est l'art de copier. La meilleure copie est celle qui reproduit l'original en ses proportions de longueur, de largeur et de profondeur, et qui, en outre, donne à chaque partie les couleurs appropriées. Mais quoi? Est-ce que tous ceux qui imitent un modèle n'essayent pas d'en faire autant? Non, pas ceux qui modèlent ou peignent des œuvres de grandes envergures, car s'ils reproduisaient les proportions réelles des belles formes, tu sais que les parties supérieures paraîtraient trop petites et les parties inférieures trop grandes, parce que nous voyons les unes de loin et les autres de près. Certainement. Aussi, les artistes ne s'inquiètent pas de la vérité et ne reproduisent point dans leurs figures les proportions réelles, mais celles qui paraîtront belles, n'est-ce pas vrai? Tout à fait. Or, cette imitation, n'est-il pas juste, puisqu'elle ressemble à l'original, de l'appeler copie? Si, et dans l'art d'imiter, la partie qui poursuit la ressemblance, ne faut-il pas l'appeler, comme nous l'avons déjà dit, l'art de copier? Il le faut. Mais quoi? Ce qui paraît, parce qu'on le voit d'une position défavorable, ressembler au beau, mais qui, si l'on est à même de voir exactement ces grandes figures, ne ressemble même pas à l'original auquel il prétend ressembler, de quel nom l'appellerons-nous? Ne lui donnerons-nous pas, parce qu'il paraît ressembler, mais ne ressemble pas réellement, le nom de simulacre? Sans contradiction. Et n'est-ce pas là une partie tout à fait considérable de la peinture et de l'art d'imiter en général? Incontestablement. Mais l'art qui produit un simulacre au lieu d'une image, ne serait-il pas très juste de l'appeler l'art du simulacre? Très juste. Voilà donc les deux espèces de fabrication des images dont je parlais, l'art de la copie
et l'art du simulacre. C'est bien cela. Quant à la question qui m'embarrassait, de savoir dans laquelle de ces deux classes il faut placer le sophiste, je n'arrive pas encore à y voir bien clair. C'est un personnage véritablement étonnant et très difficile à connaître, puisque le voilà encore une fois bel et bien caché dans une espèce difficile à découvrir. C'est ce qu'il me semble. Est-ce en connaissance de cause que tu me donnes ton assentiment, ou est-ce entraîné par l'argumentation et l'habitude que tu t'es laissé aller à un acquiescement si rapide? Que veux-tu dire et où tend ta question? C'est que réellement, bienheureux jeune homme, nous voilà engagés dans une recherche tout à fait épineuse, car paraître et sembler, sans être, parler, mais sans rien dire de vrai, tout cela a toujours été plein de difficultés, autrefois comme aujourd'hui. Ainsi, l'imitation se divise en copiage et en simulacre. Le copiage, c'est la reproduction d'une œuvre ou de quelque chose. C'est une transposition de forme et de matière. Le simulacre est la production d'une œuvre avec des ressemblances, mais dont on perçoit des proportions autres que les objets dont on s'inspire. Le but serait que l'œuvre ressemble à l'objet copié. Le problème est que c'est une falsification. Cela cache le réel. Pour Platon, l'imitation concerne tous les arts. L'auteur prend deux exemples, le trompe-l'œil en peinture et les discours des sophistes, qui parlent en donnant à leur discours une apparence de vérité, de logique ou de ce qui plaît, ce qui serait ni beau ni juste. La performance artistique comme imitation pose le problème de la reproductibilité. La question ne se posait pas tellement dans l'Antiquité avant l'industrie. Une œuvre d'art a-t-elle toujours la même valeur si elle n'est pas unique ? Nous pouvons penser aux posters ou aux CD imprimés en grand nombre. Peu à peu, la question de la technique s'évacue pour pouvoir penser le sens. Notre rapport au message de l'œuvre reste-t-il inchangé si l'œuvre peut être produite à grande échelle? Y a-t-il un impact sur notre expérience? Et d'ailleurs, que serait l'expérience artistique? Quatrième partie, l'art comme expérience. L'expérience, c'est éprouver, essayer. Se soumettre à un exercice pour acquérir des savoirs ou des expressions de ce que l'on ressent. L'expérience, c'est recevoir des impressions sensibles ou intérieures à partir d'une œuvre extérieure. Si l'art est une expérience, c'est une tension entre l'exercice, l'expression et l'intériorité. L'art est une activité ou un loisir, c'est-à-dire un temps réservé à la contemplation. C'est la projection de l'individu sur ce qui n'est pas lui, ou qui exprime ce qu'il est aux yeux des autres. Quoi qu'il en soit, c'est une intériorité qui devient extérieure. Mais si l'art est expérience ou exercice, peu importe la définition que l'on en donne, on ne saurait jamais vraiment ce qu'est l'art, puisque expérience n'est pas connaissance. L'idée commune est qu'il faudrait connaître l'art pour en parler, mais c'est nier toute dimension spirituelle et toute dimension expérimentale des artistes et des spectateurs. Il y a avant tout un exercice et une expression de l'artiste. Je vais vous présenter un extrait du chapitre 3 de l'art comme expérience de John Dewey, psychologue, pédagogue et philosophe pragmatique américain né en 1859 et mort en 1952. Pour acquérir une dimension proprement artistique, le savoir-faire doit se conjuguer à de l'amour. Le talent doit s'accompagner d'une profonde affection pour le sujet sur lequel il s'exerce. On pense aux sculpteurs dont les bustes sont d'une exactitude merveilleuse. Il pourrait même être difficile de dire, en présence d'une photographie de l'un de ces bustes et d'une photographie de l'original, lequel des deux bustes a été réalisé à partir d'un modèle. En termes de virtuosité, ils sont remarquables, mais on doute que l'auteur de ces bustes ait connu une expérience qu'il souhaiterait faire partager à ceux qui regardent ses produits. Pour être véritablement artistique, une œuvre doit aussi être esthétique, c'est-à-dire conçue en vue du plaisir qu'elle procurera lors de sa réception. Cela n'empêche pas que l'artiste, lorsqu'il produit, doive s'appuyer sur une observation constante. Mais si sa perception n'est pas aussi de nature esthétique, elle n'est qu'une reconnaissance fade et froide de ce qui a été fait. Reconnaissance qui sert de stimulus à l'étape suivante, à l'intérieur d'un processus qui est essentiellement mécanique. En bref, l'art, dans sa forme, unit pareillement phase d'action et phase de réception, flux et reflux de l'énergie. Unité qui fait qu'une expérience est une expérience.
C'est grâce à l'élimination de tout ce qui ne contribue pas à l'organisation et à l'agencement mutuel des facteurs liés à l'action et à la réception, et parce que seuls sont retenus les aspects et les traits qui contribuent à leur interpénétration, que le produit est une œuvre d'art esthétique. L'homme taille le bois, sculpte, chante, danse, utilise une certaine gestuelle, coule du métal dans des moules, dessine et peint. L'action ou la fabrication est artistique lorsque la nature du résultat démontre que ses qualités, en tant que qualités perçues, ont guidé la question de la production. L'acte de production qui est motivé par l'intention de produire quelque chose qui soit apprécié dans l'expérience immédiate de perception a des qualités que ne possède pas une activité spontanée ou non contrôlée. L'artiste lui-même joue le rôle de la personne qui perçoit alors même qu'il œuvre. L'art a une nouvelle définition. Il est jonction entre savoir-faire et amour, c'est-à-dire la jonction entre l'application de techniques et une intériorité. Il y a un acte et un sens. Douai prend l'exemple des sculptures réalistes ou organiques de bustes avec la difficulté qu'aurait le spectateur de faire la différence entre la photo d'un vrai torse et la photo du torse sculpté. Il y a deux problèmes visés. L'art serait incomplet sans message d'une intériorité et, pour l'auteur, une sculpture, aussi réaliste soit-elle, ne délivrerait pas de message. L'art doit être esthétique. L'art doit procurer un plaisir quand on le regarde. Ainsi, le buste sculpté serait fade, ou plutôt ne serait qu'une étape. Il n'y a qu'un aspect pris en compte, et non l'ensemble. Ici, l'aspect serait un aspect technique ou mécanique. Ce qui est mécanique ne concerne que la construction et l'utilisation des outils. Dans l'art, il faut que cet aspect soit couplé avec l'intériorité. C'est un gain pour les individus, un gain en maîtrise et en évolution spirituelle, c'est-à-dire une certaine maturité, une capacité d'expression et de réception des messages des individus. Ainsi, nous produisons de l'art en vue de procurer des impressions sensibles de manière immédiate et que cela soit apprécié. L'artiste doit imaginer ses perceptions. Les impressions sensibles sont le sens que l'on donne à l'art. Mais est-ce que cette production d'impression est le but de l'art lorsque nous sommes spectateurs? Nous répondrons à cela dans une troisième et dernière vidéo à propos de l'art. Merci pour votre écoute et à bientôt.